Ba ndeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi nga lisusu nakoka koya lisusu liboso na bino bandeko ba internaute bandeko oyo mingi mingi tokutanaka na chaîne na ngai naza na botondi mingi ya kotala mosala monene oyo tozali kosala tozali kokoba na kosala et lelo en tout cas na cadre ya mosala oyo au comité de vigilance populaire bazali kosala oyo déjà tout de suite installé pe tozobongama ko installer yango na kati ya diaspora bazosala mosala ya monene ya ba recherche ya kokota bozindo ya koluka ba solution mpona tosikola mboka na biso na yango lelo na ye liboso na bino mpona talisa bino buku moko monene oyo utaki kobima ya président moko ya monene oyo auta kotika biso kala mingi te na kombo ya Nelson Mandela. Buku oyo ezali buku moko monene, buku moko ya motuya oyo ezali korelate histoire ya lutte na ye contre apartheid. Donc soki boza na tango ya koluka yango na ba librairie biso awa comité de vigilance populaire au comité de vigilance populaire ba jeune oyo nazo sepela na makasi oyo basila kobenga ngai balobi mpaka na biso kotika biso boete biso toza na besoin ya musala oyo yozosala na sango zali kopanza yango na cadre ba recherche na bango babengaki ngai na marché du livre oyo ba livre bimaki euta ko bima mikolo oyo livre oyo retenaki ba attention na ngai ezali parmi ba livre on ezali oyo nalingo tangela bino lelo ya Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté. Liberté ezali eloko moko ya motuya ezali valeur moko bakoki kosakana nango te. Jamais un peuple akozala libre soki asali effort moko te a se libérer. Yango lelo na nga natalisa bino livre oyo soki boza na ngonga bakoki ya makoki esengeli ya kokende koluka ngo na ba librairie eza livre moko eza na basekele ya makasi ya motuya oyo koki kosunga biso surtout bana ya Congo pona kutoka kolongwa na boumbu oyo ya bapaya oyo bakangi biso ça fait plus de 20 ans yango oyo tozaka sous l'occupation étrangère. Donc yango na okende na musika te na ko mélanger mwanda mo pe ya lopoto pour livre yango na version française ezali na version anglaise bache yango na version française yango intéressaki curiosité na ngai epusaki ngai na kende kozwa yango pe na ko somba yango na ko kotangela bino na kotangela bino entièreté ya livre te mais na kotinda bino bokende luka ngo na ba librairie mais oyo e attiraki attention na ngai ba thème ebela développaki awa komba na ye vie na ye makambo ya salaki ti aya komema Afrique du Sud na indépendance totale ya politique ya apartheid. Donc livre oyo ezali livre moko ya motuya na ko suggérer na bino bokende koluka yango mais na kati kuna Nelson Mandela azali ko relater histoire na ye oyo asalaki sacrifice oyo asalaki ti akoka kolongola ba sud-africain na boumbu. Donc c'est un livre vraiment très très intéressant que j'aimerais que vous puissiez aller vous ressourcer et que vous puissiez lire ça. Donc c'est très très intéressant. Donc c'est Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté. Donc Nelson Mandela commence la rédaction de ses souvenirs en 1974 au pénitencier de Robben Island et l'achève après sa libération en 1990 à l'issue de 27 ans de détention. S'il vous plaît, 27 ans de détention. Pourquoi cette détention? Une détention arbitraire. Qu'est-ce que lui il a voulu faire de mal? A-t-il voulu tuer les gens? A-t-il voulu faire du mal aux gens qui appliquaient l'apartheid à cette époque-là? Je ne crois pas. Donc, né et élevé dans la famille royale des Tembus, Mandela gagne Johannesburg où il ouvre le premier cabinet d'avocats noirs. Il devient un des leaders de l'ANC, Congrès national africain. Dès lors, à travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond avec son combat pour la liberté, faisant de lui l'homme clé pour sortir l'Afrique du Sud de l'impasse où l'on enfermait 40 ans d'apartheid. Où on l'a enfermé 40 ans d'apartheid. Donc,
pour ce qu'on réalise dans ampleur, on a 40 ans d'apartheid, mais il faut le voir. Au beau il est le moine, moi nazali kokola kokisi 40 ans, botala temps wana, botala longévité wana ya apartheid ndenge politique ya mabe oyo ya division ereniaki na mboka oyo Afrique du Sud, mais moto moko ayi kosikola mboka wana ezali bongo ye Nelson Mandela. Un document majeur sur un des grands bouleversements politiques de la fin du XXe siècle. C'est un livre que je recommande à mes compatriotes. Na ba librairie, na ba marché du livre. Bosala kapé moi effort ya kotambola ya koluka ba livre et puis ya kokomaka pe tala oyo legacy ya munene oyo Nelson Mandela tikeli biso ya lutte pour la libération. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour libérer notre pays? Donc na aucun pousse na otangela bino quelques paragraphes oyo vraiment intéressant inga na monaki. Il était quand même urgent, il était quand même important na mongonga oyo ndenge toza sous occupation étrangère na mboka na biso Congo kuna RDC batu peuple congolais, compatriotes congolais, compatriotes africains, mboka musu ope baza sous l'emprise des jougs étrangers, bakoye bailongi bakosala, ba stratégie ni bakoye kosala pona bako se libérer na ba politique ya bapaya. Donc la politique d'apartheid a créé une blessure, a créé une blessure profonde et durable dans mon pays et dans mon peuple. Il nous faudra des années et peut-être des générations pour guérir de ce mal terrible. Mais les décennies d'oppression et de brutalité ont eu un autre effet inattendu, celui-là, produit par les Oliver Tambo, les Walter Sisulu, les Lutuli, les Youssouf Dadou, les Bram Fischer, les Robert Sabukwe et de notre temps. Des hommes d'un tel courage, d'une telle sagesse, d'une telle générosité qu'on ne verrait jamais leur semblable. Peut-être faut-il ces abîmes d'oppression pour créer une telle grandeur de caractère. Mon pays est riche en minéraux et en pierres précieuses enfouies dans son sol, mais j'ai toujours su que sa plus grande richesse était son peuple. Mon pays est riche en minéraux et en pierres précieuses enfouies dans son sol, mais j'ai toujours su que sa plus grande richesse était son peuple. Son peuple, plus fin, plus pur que ses diamants les plus purs. C'est auprès de ses camarades que j'ai appris dans la lutte le sens du courage. Je n'ai cessé de voir des hommes et des femmes risquer et donner leur vie pour une idée. J'ai vu des hommes supporter des brutalités et des tortures sans craquer, en montrant une force et une résistance qui défie l'imagination. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Donc, il a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Moi aussi, j'ai ressenti la peur, puisque je ne peux m'en souvenir, mais je l'ai dissimulé derrière le masque de l'audace. Je n'ai jamais perdu l'espoir que cette grande transformation aurait lieu, non seulement grâce aux héros que j'ai cités, mais grâce aux hommes et femmes ordinaires de mon pays. J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme résidait la miséricorde et la générosité. Personne n'est né en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou de son passé ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr. Et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. Car l'amour naît plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. Même au pire moment de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens. Pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer.
La bonté de l'homme est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut jamais éteindre. La bonté de l'homme est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut jamais éteindre. Nous sommes entrés dans la lutte les yeux ouverts, sans nous faire d'illusions ni croire que le chemin serait facile. Jeune homme, quand j'ai rejoint le Congrès national africain, j'ai vu le prix que mes camarades payaient pour leurs convictions et il était élevé. En ce qui me concerne, je n'ai jamais regretté mon engagement dans la lutte et j'ai toujours été prêt à affronter les épreuves qui m'ont touché personnellement. Mais ma famille a payé mon engagement d'un prix terrible, peut-être trop élevé. Dans la vie, tout homme a des obligations doubles envers sa famille, ses parents, sa femme et ses enfants, et envers son peuple, sa communauté, son pays. Est-ce que vous me suivez un peu? Dans la vie, tout homme a des obligations doubles envers sa famille, ses parents, sa femme et ses enfants, et envers son peuple, sa communauté, son pays. Dans une société civile et humaine, chaque homme a la possibilité de remplir ses obligations en accord avec ses goûts et ses capacités. Mais dans un pays comme l'Afrique du Sud, il était presque impossible pour un homme de ma naissance et de ma couleur de remplir ses obligations. En Afrique du Sud, un homme de couleur qui tentait de vivre comme un autre humain était puni et isolé. En Afrique du Sud, un homme qui essayait de remplir son devoir envers son peuple était inévitablement arraché à sa famille et à son foyer et était obligé de vivre à part une existence intermédiaire de secrets et de révolte. Au début, je n'ai pas choisi de placer mon peuple au-dessus de ma famille, mais en essayant de servir mon peuple, j'ai découvert que je ne pouvais plus remplir mes obligations de fils, de frère, de père et de mari. De cette façon, mon engagement envers mon peuple, envers les milliers de Sud-Africains que je ne connaîtrai ni ne reconnaîtrai jamais, s'était fait aux dépens des gens que je connaissais et aimais de plus. C'était aussi simple et pourtant incompréhensible que lorsqu'un enfant demande à son père « Pourquoi est-ce que tu ne peux pas venir avec nous ?» Et le père doit prononcer ces paroles terribles. « Il y a d'autres enfants que toi, des milliers d'autres. » Et sa voix se brise. Je ne suis pas né avec une fin de liberté. Je suis né libre. Libre de toutes les façons que je pouvais connaître. Libre de courir dans les champs près de la hutte de ma mère, libre de nager dans le ruisseau clair qui traversait mon village, libre de faire griller du maïs sous les étoiles et de monter sur le dos large des bœufs ou pas lent. Tant que j'obéissais à mon père et que je respectais les coutumes de ma tribu, je n'étais pas inquiété par les lois de l'homme ou des dieux. Ce n'est que lorsque j'ai appris que la liberté de mon enfance était une illusion et que je l'ai découvert, jeune homme, qu'on m'avait déjà pris ma liberté, que je commençais à avoir faim d'elle. Au début, en tant qu'étudiant, je ne voulais la liberté que pour moi-même, la liberté passagère de rester dehors pendant la nuit, de lire ce qui me plaisait et d'aller là où je l'avais choisi. Plus tard, en tant que jeune homme à Johannesburg, j'ai désiré les libertés fondamentales et honorables de réaliser mes possibilités, de gagner ma vie, de me marier et de fonder une famille. La liberté de ne pas être entravé dans une vie injuste. Mais alors, j'ai lentement découvert que non seulement
je n'étais pas libre, mais que mes frères et sœurs ne l'étaient pas non plus. J'ai vu qu'il n'y avait pas que ma liberté à être réduite, il y avait aussi celle de tous ceux qui me ressemblaient. C'est alors que j'ai joint le Congrès national africain, l'ANC. Et c'est alors que ma fin de liberté personnelle est devenue fin de liberté pour mon peuple. C'est ce désir de liberté pour que mon peuple vive sa vie dans la dignité et la fierté qui a transformé un jeune homme effrayé en quelqu'un d'audacieux, qui a conduit cet avocat respectueux des lois à devenir un criminel, qui a transformé un mari aimant sa famille en errant, qui a obligé un homme amoureux de la vie à vivre en moine. Je n'ai pas plus de vertu ni d'abnégation qu'un autre, mais j'ai découvert que je ne pouvais pas profiter des pauvres. Liberté limitée qu'on m'autorisait alors que je savais que mon peuple n'était pas libre. La liberté est indispensable. Les chaînes que portait un de mes compatriotes, tous les portaient. Les chaînes que tous portaient, je les portais. C'est au cours des longues années solitaires que la fin de la liberté pour mon peuple est devenue fin de liberté pour tous, blancs et noirs. Je savais parfaitement que l'oppresseur doit être libéré, tout comme l'oppressé. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine. Il est enfermé derrière les barreaux des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. Tout comme je ne suis pas libre si l'on me prive de ma liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Quand j'ai franchi les portes de la prison, telle était ma mission, libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. Certains disent que ce but est atteint, mais je sais que ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres, le droit de ne pas être opprimés. Nous n'avons pas encore fait le dernier pas de notre voyage. Nous n'avons fait que le premier sur une route plus longue et difficile. Car être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. La véritable preuve pour notre attachement à la liberté vient de commencer. J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas hésiter. J'ai fait beaucoup de faux pas, mais j'ai découvert ce secret. Après avoir gravi une haute colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. Je me suis arrêté un instant pour me reposer, pour contempler l'admirable paysage qui m'entoure, pour regarder derrière moi la longue route que j'ai parcourue, mais je ne peux me reposer qu'un instant. Avec la liberté viennent les responsabilités. Est-ce que vous nous suivez? Avec la liberté viennent les responsabilités et je n'ose m'attarder car je ne suis pas arrivé au terme de mon long chemin. Ça, c'est l'extrait du livre Un long chemin vers la vérité, vers la liberté, de Nelson Mandela, que je vous recommande absolument d'aller dans les librairies et aller chercher. Parce que ça, des secrets qui vont nous permettre, au fait, nous, peuple congolais, nous qui sommes encore opprimés, nous qui sommes encore sous occupation, de pouvoir nous libérer des jougs étrangers. Il dit encore une fois dans son livre, l'ANC, donc
qui est le mouvement, son mouvement, l'ANC, donc a introduit dans leur dans un cours, dans le plan, un cours d'initiation à la politique. Donc nous, notre politique, on ne veut rien faire. La politique ne nous intéresse pas, mais regardez un peu déjà à l'époque qu'est faisait l'ANC pour essayer un peu de répandre les messages de soulèvement, de se libérer des jougs étrangers. Donc l'ANC a introduit dans le plan un cours d'initiation à la politique pour ses membres dans tout le pays. Il s'agissait de conférences destinées non seulement à éduquer, mais aussi à maintenir la cohésion de l'organisation. Elles étaient données secrètement par les responsables des branches locales. Ceux qui y assistaient faisaient les mêmes conférences dans leur communauté. Au début, elles n'étaient pas systématiques, mais après quelques mois, on a mis au point un programme. Il y avait 3 grands cours. Le monde dans lequel nous vivons, comment nous sommes gouvernés et la nécessité du changement. Dans le premier cours, nous discutions des différents types de systèmes politiques et économiques dans le monde et en Afrique du Sud. C'était un tour d'horizon du développement, du capitalisme et du socialisme. Nous parlions par exemple de la façon dont les Noirs sud-africains étaient opprimés en tant que race et en tant que classe économique. Les conférenciers étaient pour la plupart sous le coup d'une interdiction et moi-même, j'ai souvent donné des conférences le soir. Cette organisation avait l'avantage de permettre aux bannis de rester actifs et de maintenir les adhérents en contact avec ses responsables. Pendant ce temps, les membres de la direction, sous le coup d'une interdiction, se rencontraient souvent entre eux et organisaient des réunions avec des responsables en poste. L'ancienne et la nouvelle direction se coordonnaient très bien et la prise de décision était collective comme auparavant. Parfois, on avait l'impression que rien n'avait changé, sauf que nous devions nous retrouver clandestinement. Dans leur pays, mais clandestinement. Voyez un peu ça. Donc, c'est un livre vraiment merveilleux que j'exhorte à mes compatriotes d'aller chercher et de lire pour sortir un peu de la position de victimisation et d'occupation dont nous sommes victimes ces derniers temps dans notre pays. On ne peut plus parler parce qu'il y a manque de liberté. Mais regardez un peu les clés que Nelson Mandela nous lègue comme héritage. Donc le Conseil national d'action invita toutes les organisations participantes et tous ceux qui leur faisaient confiance à envoyer des propositions pour une charte de liberté. Une charte de la liberté. On expédia des circulaires dans tous les townships et tous les villages du pays. Si vous pouviez faire les lois, que feriez-vous? Y lisait-on. Comment vous y prendiez-vous pour faire de l'Afrique du Sud un endroit où tout le monde pourrait vivre heureux? Le texte de certains tracts était rédigé avec l'idéalisme poétique qui caractérisait le projet. Par exemple, ici, je vais vous lire, il dit « Nous lançons un appel au peuple d'Afrique du Sud et blanc. Nous lançons un appel au peuple d'Afrique du Sud noir et blanc. Parlons ensemble de liberté. Que la voix de tous se fasse entendre. Que les exigences pour que nous soyons libres soient notées. Que ces exigences soient renues dans une grande charte des libertés. » Donc l'appel mobilisa l'imagination des gens. On reçut des propositions des clubs sportifs et culturels, d'associations de fidèles, des contribuables, d'organisations féminines, d'écoles, des sections syndicales. Elles étaient écrites sur des serviettes de papier, sur des pages déchirées dans les cahiers d'écoliers, sur des papiers à lettres, au dos de nos propres tracts.
Il était humiliant de voir que les suggestions des gens simples étaient souvent plus avancées que celles des responsables. La plus souvent citée était un homme, une voix, et on reconnaissait que le pays appartenait à tous ceux qui y vivaient. Les différentes branches locales de l'ANC contribuèrent beaucoup à la rédaction de la charte et les deux meilleurs projets vinrent de Durban et de Pietermaritzburg. On envoya une synthèse dans les différentes régions et les différents comités pour commentaires et critiques. La charte elle-même fut rédigée par un comité restreint du Conseil national d'action et revue par la direction nationale de l'ANC. La charte serait présentée au Congrès du peuple et chacun de ces éléments soumis aux délégués pour approbation. En juin, quelques jours avant la date prévue du Congrès, un petit groupe d'entre nous a revu le projet. Nous n'y avons apporté que quelques changements car il restait peu de temps et que le document était déjà satisfaisant. Le Congrès du peuple s'est tenu à Kliptown, un village multiracial sur un bout de Veld, à quelques kilomètres au sud de Jobour, pendant 2 jours, clairs et ensoleillés. Le 25 et le 26 juin 1955, ces 3000 et quelques délégués ont bravé les intimidations de la police pour se rassembler et approuver le document final. Il était venu en autocar, en bus, en camion, à pied. La majorité écrasante des délégués était noire. Mais il y avait plus de 300 Indiens, 200 Métis et 100 Blancs. Je suis allé à Kliptown en voiture avec Walter. Nous étions tous les deux sous le coup d'un ordre d'interdiction et nous nous sommes placés aux limites de la foule. Là où nous pouvions voir, sans nous mêler aux gens ni être vus, la foule était impressionnante à la fois par son importance et sa discipline. Les volontaires de la liberté qui portaient des brassards verts, jaunes et noirs accueillaient les délégués et leur trouvaient un siège. Des vieilles femmes portaient des jupes, des corsages et des dokis, écharpes du Congrès. Des hommes jeunes ou âgés portaient des brassards et des chapeaux du Congrès. Partout, on pouvait lire sur les banderoles « La liberté. Pendant notre vie, vive la lutte. La liberté. Pendant notre vie, vive la lutte. » La tribune était un arc-en-ciel de couleurs, des délégués blancs du COD, des Indiens du SAIC, des représentants métis de la SACPO, tous assis sur une seule ligne comme une réplique de la roue à 4 rayons qui représentaient les 4 organisations de l'Alliance de Congrès. Des policiers blancs et africains et des membres de la spéciale branche police politique rôdaient partout en prenant des photos, en écrivant dans les carnets, et essayaient sans succès d'intimider les délégués. Il y eut des dizaines de chansons et des discours. On servait des repas. Il régnait une atmosphère à la fois de fête et de travail. L'après-midi du premier jour, la charte fut lue à haute voix, chapitre après chapitre, en anglais, en Sesotho et en Xhosa. À chaque pause, la foule hurlait son approbation au cri de « Africa » et « Maïbouye ». Le premier jour fut un succès. Le second jour fut semblable au premier.
Chaque chapitre de la charte avait été adopté par acclamation et à 15h30, on allait voter le dernier quand une brigade de la police et de la spéciale branche armée de pistolets mitrailleurs a fait irruption sur l'estrade. D'une voix rébarbative, au fort accent africanaire, un des policiers a annoncé au micro qu'on soupçonnait un complot contre la sûreté de l'État et que personne n'avait le droit de quitter le rassemblement sans autorisation. Les policiers ont commencé à faire descendre les gens de la tribune en confisquant les documents et les photos et même des panneaux sur lesquels on pouvait lire « soupe avec viande » et « soupe sans viande ». D'autres policiers armés de fusils ont formé un cordon autour de la foule. Les gens ont répliqué de façon magnifique en entourant Kosi Sikele, Sikelele Africa. Les délégués ont été autorisés à s'en aller un par un, chacun étant interrogé par un policier qui notait son nom. J'étais un peu à l'écart de la foule au début de l'intervention de la police et bien que d'instinct, j'eusse envie de rester pour aider. La discrétion me sembla la voie la plus sage. Sinon, on m'aurait immédiatement arrêté et j'étais en prison. Une réunion d'urgence avait été convoquée à Johannesburg et j'y suis allé. Sur la route du retour, j'ai compris que cette descente de police était le signe d'un nouveau raidissement de la part du gouvernement. Malgré l'interruption du congrès du peuple, la charte de la liberté devint un phare pour la lutte de la libération. Comme d'autres textes politiques durables, tels la Déclaration d'indépendance américaine, la Déclaration des droits de l'homme française et la Manifeste communiste, la Charte de la liberté est une synthèse entre des objectifs pratiques et un langage poétique. Elle exalte l'abolition de la discrimination raciale et l'établissement des droits égaux pour tous. Elle accueille tous ceux qui acceptent la liberté de participer à la création d'une Afrique du Sud démocratique et non raciale. Elle réunit les espoirs et les rêves du peuple et joue le rôle d'un projet pour la lutte de la libération et l'avenir de la nation. Le préambule dit de la Charte de la liberté: nous, le peuple d'Afrique du Sud, nous déclarons que tout notre pays et le monde le sachent, que l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, noirs et blancs, et qu'aucun gouvernement ne peut équitablement revendiquer une autorité qui ne serait pas fondée sur la volonté du peuple. Que notre peuple a été dépossédé de son droit de naissance à la terre. Que notre peuple a été dépossédé de son droit de naissance à la terre, de la liberté et de la paix par une forme de gouvernement fondée sur l'injustice et l'inégalité. Que notre pays ne sera jamais ni prospère ni libre tant que tout notre peuple ne vivra pas dans la fraternité et ne bénéficiera pas d'une égalité de droits et de chances. Chers amis, que seul un État démocratique fondé sur la volonté du peuple peut assurer à tous leurs droits naturels sans distinction de couleur, de race, de sexe ou de croyance. Et par conséquent, nous, le peuple d'Afrique du Sud, noirs et blancs, ensemble, égaux, compatriotes et frères, nous adoptons cette charte de liberté et nous nous engageons à ne ménager ni notre force ni notre courage tant que les changements démocratiques énoncés ici n'auront pas été réalisés. Ensuite, la charte expose les exigences
pour une Afrique du Sud libre et démocratique. Par exemple, on peut lire encore une fois, le peuple gouvernera. Chaque homme et chaque femme aura le droit de voter et de se présenter comme candidat à tous les organismes qui font les lois. Tous les gens auront le droit de participer à l'administration du peuple. Les droits des gens seront les mêmes sans tenir compte de la race, de la couleur ou du sexe. Toutes les institutions du gouvernement minoritaires, les comités consultatifs, les conseils et autorités seront remplacés par les organes représentatifs d'un gouvernement autonome. Tous les groupes nationaux auront des droits égaux. Tous les groupes nationaux et toutes les races auront des droits égaux dans les organes de l'État, dans les tribunaux et dans les écoles. Tous les groupes nationaux seront protégés par la loi contre les affronts à leur race et à leur fierté nationale. Chaque peuple aura le droit d'utiliser sa propre langue et de développer sa propre culture et ses coutumes nationales. La propagation et la pratique de la discrimination ou du mépris national, racial ou des couleurs seront un crime passible de sanctions. Toutes les lois d'apartheid seront supprimées, donc abrogées. Le peuple aura sa part de la richesse nationale. La richesse nationale de notre pays, l'héritage de tous les Sud-Africains, sera rendu au peuple. La propriété des richesses minérales enfoulées dans le sol, des banques et des industries en situation de monopole sera transférée au peuple dans son ensemble. Le reste de l'industrie et du commerce sera contrôlé pour qu'il concourt au bien-être du peuple. Le reste de l'industrie et du commerce sera contrôlé pour qu'il concourt au bien-être du peuple. Tous les citoyens auront des droits égaux de commercer à l'endroit de leur choix, d'avoir une activité industrielle et d'exercer tout commerce, artisanat ou profession. La terre sera partagée entre ceux qui la travaillent. La limitation de la propriété de la terre sur une base raciste prendra fin et toute la terre sera redistribuée entre ceux qui la travaillent afin de bannir la famine et répondre aux besoins de terre. Voilà un peu, chers amis, brièvement, le message que moi j'avais à passer aujourd'hui. C'est un livre vraiment très intéressant que je vous suggère d'aller dans les librairies et aller chercher pour que nous puissions nous battre pour que la liberté puisse régner dans notre pays, le Congo. Mandela nous lègue une histoire vraiment riche en ressources. Nous pouvons nous ressourcer à chaque fois à travers son livre et c'est un peu d'avoir des stratégies, de tirer les stratégies. Qu'est-ce que nous pouvons avancer? Pouvons-nous aller avec une lutte violente ou non violente? Mais la finalité, c'est quoi? C'est de nous libérer des jougs étrangers. Donc voilà un peu le message que j'avais à passer aujourd'hui. C'est un livre très intéressant que je souhaite à ce que tous mes compatriotes, où que vous soyez, vous puissiez lire ce livre. Ça s'appelle Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté. Donc allons-y voir les 40 ans d'apartheid, quelles étaient les politiques que Nelson Mandela et l'ANC ont mises en place pour éradiquer cette politique de division, cette politique de diviser pour régner. Donc ils ont fait beaucoup à travers l'ANC et à travers pendant son investiture en tant que président, ils ont vraiment contribué à la cohésion de leur pays, et leur pays aujourd'hui figure parmi les nations les plus grandes de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Voilà pourquoi j'ai terminé par là, et je pense que à travers le message que j'avais à passer aujourd'hui, le message passe et que nous allons nous imprégner
de son combat et que nous aussi, nous puissions continuer notre combat pour libérer notre pays qui est la République démocratique du Congo. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre branche pour d'autres programmes. Merci beaucoup.